Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo orientée plutôt cours théorique. Donc pour ceux et celles qui verraient cette vidéo dans quelques mois, voire dans quelques années, sachez qu'elle a été tournée pendant la période de confinement du coronavirus 2020, une époque où malheureusement on ne peut pas voler, donc je vous propose de réviser un peu la partie théorique. Donc voilà un peu de quoi on va parler dans cette vidéo, c'est-à-dire de décrochage, mais également de dispositifs hyper sustentateurs. Donc les objectifs de la vidéo, ça va être à la fois de connaître les effets aérodynamiques qui caractérisent le décrochage, reconnaître les symptômes annonciateurs du décrochage, connaître l'ensemble des facteurs affectant le décrochage, savoir comment sortir du décrochage, et enfin connaître et découvrir l'utilité de l'hypersustentation, donc connaître les différents dispositifs, leur effet sur le comportement de l'avion et notamment sur le décrochage. Alors avant toute chose, je vous propose quelques petits rappels théoriques, donc notamment l'incidence, parce qu'on va en parler pas mal au cours de cette vidéo. Donc l'incidence, c'est bien l'angle compris entre la direction du vecteur vitesse et la corde de l'aile dans le plan de symétrie de l'avion. Alors avant même de parler de décrochage, il est impératif de comprendre comment et pourquoi un avion vole. Donc je vous conseille de, par exemple, d'aller voir la vidéo que j'avais fait sur Bernoulli versus Newton, où je parlais un peu de mécanique du vol et de comment un avion vole. Donc justement, il est très important de comprendre et de connaître la fameuse formule de la portance. Donc Fz égale 1 demi de rho S, la surface à l'air V au carré Cz. Parce que c'est à partir de cette formule qu'on va pouvoir expliquer quand même pas mal de choses par la suite. On rappelle également que le coefficient Cz que l'on retrouve dans la formule de la portance évolue en fonction de l'incidence, donc il augmente avec l'augmentation d'incidence, mais cela jusqu'à une certaine valeur, entre 15 et 18 degrés, donc un certain angle critique, où après les filets d'air se décrochent de l'extradose, donc c'est le décrochage que l'on va voir ensuite. En vol normal, donc l'incidence est légèrement supérieure à 0. On voit que les filets d'air collent au profil, ils sont laminaires. Lorsque l'incidence augmente, les filets d'air proches du bord de fuite commencent à être perturbés et se décollent de l'aile. Le point de décollement des flux recule et le flux devient turbulent, voire tourbillonnaire. À un moment donné, l'incidence atteint une valeur limite, celle que l'on a vue sur le graphique précédent, et là, les filets d'air sont totalement décollés sur l'extradose, c'est ce que l'on appelle le décrochage. Alors je vous ai remis ici la vidéo d'un profil d'aile que l'on a mis dans une soufflerie. On va faire évoluer progressivement l'angle d'incidence. Donc on voit au départ les filets d'air sont laminaires, collés au profil, et progressivement on voit apparaître des turbulences, des tourbillons. Les filets d'air vont se décoller et lorsque l'on va atteindre l'angle critique, les filets d'air se décrochent, c'est le décrochage. Alors ce qu'il est important de retenir, c'est qu'un avion décroche toujours à la même incidence pour une configuration donnée. Donc surtout ne faites pas l'erreur, un avion ne décroche pas à une vitesse donnée, mais bien à une incidence donnée pour une configuration donnée. De ce fait, l'une des conséquences, c'est que un avion il peut décrocher à différentes vitesses, à différentes assiettes, à différentes inclinaisons et à différents régimes moteurs. Certains symptômes permettent de détecter l'approche du décrochage, voire quand il est trop tard le décrochage. Donc généralement, on a une forte incidence avec un manche en secteur arrière prononcé. Les gouvernes sont, elles, molles et peu efficaces. On peut voir apparaître sur certains avions du buffeting, c'est des vibrations liées au décollement des filets d'air. Certains avions font une abattée. Généralement, on a une forte VZ négative alors qu'on a le manche en butée arrière. Et on peut avoir une perte de contrôle sur un ou plusieurs axes, c'est-à-dire le roulis, tangage, lacet. Alors voyons maintenant les facteurs affectant le décrochage. Donc tout d'abord la masse. Donc plus un avion est lourd, plus la portance nécessaire est importante pour tenir le palier, puisque la portance s'oppose au poids. Donc il va falloir un angle d'incidence plus grand pour toutes les phases de vol, et donc on va atteindre l'angle critique du graphique plus rapidement. Donc en conclusion, la vitesse de décrochage augmente avec l'augmentation de la masse. La vitesse de décrochage est également dépendante du centrage. Il faut savoir que lorsque le centrage est avant, il faut plus de force sur la profondeur pour garder l'avion en équilibre. Cette force supplémentaire, elle va peser sur la queue de l'avion, donc il va falloir plus de portance. Et donc la vitesse de décrochage augmente lorsque le centrage est avant. A l'inverse, lorsque le centrage est arrière, il y a moins de force sur la queue de l'avion. L'angle d'incidence nécessaire à une vitesse donnée est donc moins élevé et la vitesse de décrochage diminue. Donc retenez que en fonction du centrage,
Si le centrage est avant, la vitesse de décrochage augmente. Si le centrage est arrière, la vitesse de décrochage diminue. Le facteur de charge est également un facteur affectant le décrochage. Donc pour rappel, la vitesse de décrochage pour un facteur de charge n est égale à la vitesse de décrochage pour un facteur de charge n égale 1 fois racine carrée de n. Donc en palier, lorsque n égale 1, la vitesse de décrochage est égale à la vitesse de décrochage au facteur n égale 1. On va retrouver du facteur de charge dans plusieurs situations, notamment en virage, où le facteur de charge n égale 1 sur cosinus de l'inclinaison. Donc par exemple, dans les virages à grande inclinaison, comme les virages à 60 degrés, on aura un facteur de charge qui sera égal à 2, et donc une vitesse de décrochage augmentée de 1,4. On peut retrouver également du facteur de charge en forte ressource, où cette fois-ci le facteur de charge n égale 1 plus la vitesse au carré sur le rayon fois le g de la gravité. On va voir également que la puissance en montée a un effet sur la vitesse de décrochage. Donc lorsque l'on reprend le bilan des forces, on voit qu'une partie de la traction du moteur est dirigée vers le haut. Cela limite l'angle d'incidence nécessaire pour maintenir la portance à une vitesse donnée. On a également le souffle de l'hélice qui va venir s'ajouter au vent relatif sur les ailes et donc augmenter la portance pour une incidence donnée. Donc la conclusion de tout ça, c'est que la vitesse de décrochage, elle va diminuer avec l'augmentation de puissance en montée. Voyons maintenant l'effet de la turbulence sur la vitesse de décrochage. Donc pour rappel, une turbulence est une variation verticale et ou horizontale de l'écoulement de l'air autour de l'aile. De ce fait, la composante verticale de la rafale va modifier l'écoulement du vent relatif et augmenter l'angle d'incidence. Et donc, la vitesse de décrochage va augmenter par rapport à celle en air calme. Donc, il faut savoir que c'est assez dangereux sur certaines phases de vol, notamment lors d'approches, etc. Et il y a eu pas mal d'accidents liés à des grosses turbulences type wind shear, cisaillement, etc. Les effets du givrage ou de la pollution de la voilure, donc il faut savoir que ça a plusieurs effets. Tout d'abord, ça va augmenter le poids, ça va ajouter du poids et donc il va falloir plus de portance pour compenser. Mais ça va également modifier le profil de l'aile, donc on va avoir un décrochage à un angle d'incidence inférieur, ou dit autrement, la vitesse de décrochage va augmenter. Certaines situations sont sujets au décrochage, donc on notera par exemple le passage au-dessus de la maison des amis, souvent connu pour risque de virage engagé, mais également pour décrochage. Le dernier virage serré, lorsque l'on s'aligne en finale avec une vitesse qui est assez faible. Le demi-tour dans une vallée étroite, après l'envol au décollage, après un rebond à l'atterrissage où une nouvelle fois la vitesse est faible, et également lorsqu'on a une perte de conscience de la situation sous facteur de stress, par exemple une panne moteur, etc. On va revoir la procédure de sortie du décrochage de façon théorique. Je vous ferai bientôt une vidéo pour faire la démonstration au vol. Donc lorsqu'on décroche, on fait une variation d'assiette à piquer jusqu'à disparition des symptômes. On compense si nécessaire. On revient à inclinaison nulle et on affiche la puissance maximale en comptant les effets moteurs. Lorsque l'on arrive à 1,3 de VS, on effectue une ressource souple pour aller rejoindre une trajectoire adaptée. Cette trajectoire adaptée ne sera pas forcément une montée, cela dépend de la situation dans laquelle vous êtes, de l'altitude à laquelle vous êtes. Par exemple, si cela est arrivé à, 5000 pieds pour une raison XY, vous pouvez tout simplement vous remettre en palier. Par contre, effectivement, si vous êtes au ras du sol, suite à un tour de piste, etc., il sera préférable de vous remettre en montée pour avoir une marge de sécurité par rapport au sol. On va voir maintenant l'utilité de l'hypersustentation. Donc le besoin, il est simple, c'est on a besoin de pouvoir voler à une basse vitesse, donc à une vitesse faible, avec, on va dire, la même portance. Donc un besoin d'augmenter la portance à basse vitesse. Pourquoi? Pour réduire la vitesse de décrochage, garder une marge suffisante. Donc ça s'applique principalement aux phases de décollage, d'approche et d'atterrissage, donc des phases de vol où la vitesse est assez faible. On va voir que ces moyens dits hypersustentateurs vont permettre d'augmenter la surface à l'air, la courbure de l'aile ou même retarder le décollement des filets d'air sur l'extrados de l'aile. Donc le dispositif hypersustentateur le plus connu, c'est le volet. C'est celui qu'on va retrouver le plus généralement sur nos avions légers. Donc là, on le voit bien sur la photo, donc c'est un rallye que la sortie du volet augmente la surface à l'air. Le S, ça va également modifier la courbure de l'aile, le CZ. Donc lorsqu'on reprend la formule de la portance, on va bien avoir un S supérieur et un CZ également supérieur pour une même vitesse. Donc la portance FZ est augmentée.
Il existe différents types de volets. On en voit quelques-uns à l'écran, le volet classique, le volet à fente, d'intrados et le volet fowler. Donc aujourd'hui, on va dire que le plus répandu, c'est le volet fowler. Alors, vous vous souvenez, dans les rappels théoriques du début de la vidéo, on a dit que l'incidence, c'est l'angle entre la corde de référence et le vent relatif. Ici, on voit bien que lorsque l'on sort le volet, donc le volet va modifier la courbure de l'aile et la corde de référence va être modifiée, ce qui va rendre l'incidence plus efficace. L'angle d'incidence est modifié, on voit bien, et il est plus important. Concrètement, ça va se traduire par une augmentation du CZ pour une même incidence. Donc là, on voit sur le graphique une comparaison entre sans volet et avec volet. On voit bien qu'on a une augmentation du CZ et donc de la portance. On voit également qu'on a un retardement du décollement des filets d'air, c'est-à-dire de l'angle critique. Et tout cela va conduire à diminuer la vitesse de décrochage. Un autre effet lié à la sortie des volets, ça va être le déplacement du centre de poussée vers l'arrière et cela va entraîner un effet à piqué. C'est pour ça que lorsque l'on sort les volets, on va avoir deux effets. D'abord un effet à piqué et ensuite un effet à cabret lié à l'augmentation de portance. Donc la sortie des volets va augmenter la portance, mais elle va également augmenter la traînée et donc le CX. Lorsque l'on regarde la polaire, on voit que la courbe est déplacée vers la droite et vers le haut, et cela va avoir un impact sur les différents points caractéristiques. On voit par exemple pour la finesse, donc la droite, la tangente issue de l'origine, qui est déplacée vers la droite et vers le haut, et donc le coefficient directeur de cette droite va être inférieur, ce qui va entraîner donc une diminution de la finesse. Sur l'anémomètre de l'avion, c'est-à-dire le badin, on va retrouver une plage de couleurs liée à l'utilisation des volets. C'est la plage blanche, donc l'arc blanc, qui est la plage d'utilisation des volets. Elle a deux limites, une limite basse et une limite haute. Donc la limite basse, la VSO, est la vitesse de décrochage plein volet. Donc c'est une vitesse qui est calculée masse max et centrage avant. Et donc une limite haute, la VFE, qui est la vitesse maximale d'utilisation des volets atterrissage. Donc en vol, avant de sortir les volets, on doit s'assurer d'être dans l'arc blanc. Le second dispositif hyper sustentateur est le bec. Donc contrairement au volet qui se trouve sur le bord de fuite, le bec va se retrouver sur le bord d'attaque. Il modifie légèrement la surface et la courbure de l'aile, mais il sert principalement à empêcher ou à retarder le décollement de la couche laminaire sur l'extrados, notamment grâce à la fente. On voit bien sur le graphique qu'avec le bec sorti, on va avoir l'angle critique qui va arriver à une incidence plus élevée, et cela va donc permettre d'avoir une vitesse de décrochage inférieure. Ce qu'il faut retenir en synthèse, c'est que le décrochage, c'est un décollement des filets d'air. Ça se caractérise par une portance quasi nulle et une traînée importante. Le décrochage est lié à l'incidence. Il intervient à une incidence constante pour une configuration donnée. On sort du décrochage par une variation d'assiette à piquer jusqu'à disparition des symptômes, une inclinaison nulle, puissance max et ressources souples. Afin de diminuer la vitesse de décrochage, on a donc créé des moyens hyper sustentateurs qui vont permettre d'augmenter la surface alaire, la courbure de l'aile ou retarder le décollement des filets d'air sur l'extrados. Donc il en existe principalement deux types, les volets que l'on retrouve sur le bord de fuite et les becs que l'on va retrouver sur le bord d'attaque. Voilà qui termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à intervenir comme toujours dans les commentaires, à poser des questions, à apporter des compléments. En attendant, je vous souhaite à tous de très bons vols en espérant qu'on puisse revoler le plus rapidement possible.